hello tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Hello, hello! N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous voyez bien les slides de présentation. Welcome, welcome. Ok, super. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat si vous êtes déjà freelance ou si vous êtes en CDI? Alors, on a pas mal de freelance pour l'instant. Oui, Les deux. OK. très bien. Déjà en freelance. OK. Freelance et CDI. Pour celles qui sont en CDI, est-ce que vous travaillez déjà dans un métier qui s'approche, on va dire, de l'assistanat ou est-ce que vous faites complètement autre chose? On a quelques-unes qui sont en recherche d'emploi aussi. Comptabilité, OK. Commercial. Ah, comme moi avant. Raph, super. Assistante de gestion, OK. Donc dans l'assistanat aussi. Et celles qui sont free, est-ce que vous êtes assistante freelance? On a une reconversion dans le no-code. Trop Trop bien. bien. Audrey, on a besoin de ça. Ouais. On va. Freelance à 100%. Super. Ah, on a une VA bilingue. Ashling, je te connais. Salut. Merci d'être là. OK. Super, merci OK, Marion. super. Pourquoi je vous demande ça? En fait, parce que nous, on a créé cette conférence et on va vous parler de notre projet de la VA Academy qui s'adresse aux assistantes qui ne se sont pas encore lancées et qui souhaitent se lancer. Donc, on va essayer de les accompagner vraiment depuis l'ouverture de la micro jusqu'à leur premier client. Mais on s'adresse aussi aux assistantes qui sont déjà assistantes depuis des années mais qui n'arrivent pas à dépasser un palier qui souvent est autour de 2000-2005 de chiffre d'affaires par mois. On peut vraiment vous aider. On va vous parler de notre expérience pour aller plus loin, en fait, pour avoir plus de clients, pour gagner plus et vous apprendre comment vous pouvez trouver des meilleurs clients, comment vous pouvez gagner plus de façon très simple parce que nous, on l'a fait, c'était vraiment pas compliqué. Il y a juste quelques astuces à savoir. On va parler de tout ça. J'ai deux petits points que je voulais mettre au clair en fait avant de commencer. C'était au niveau de ma communication. On me pose souvent la question pourquoi je parle d'assistante E au féminin. J'ai décidé, alors c'était pas comme ça au début. Au début, je mettais des points, un, une partout. J'avais un peu du mal. C'était pas fluide. Donc, j'ai choisi de communiquer au féminin parce que c'est plus facile, c'est plus fluide pour moi et parce que ça reflète la réalité. En France, la majorité des assistantes sont des femmes. Et c'est un métier qui plaît beaucoup aux femmes. Ceci dit, je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont connectés. Je sais qu'on a eu pas mal d'hommes qui se sont inscrits. Évidemment, vous êtes les bienvenus et surtout, sachez que vous pouvez très bien vous lancer en tant qu'assistant virtuel. Le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est un avantage. Les gens vont vous remarquer et je vous donnerai d'autres astuces, mais vous pouvez même communiquer, en fait, jouer sur ça, en fait, dans votre communication de façon ironique, en fait, pour justement faire de l'ironie sur le fait que vous êtes un assistant homme et vous avez vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir aussi bien qu'une femme, évidemment. Et j'utilise aussi souvent le terme VA, VA. Pourquoi? C'est mon choix. Je sais qu'il y en a plein qui se définissent AV ou assistante digitale.
C'est pareil, c'est juste un choix. Moi, j'aime bien le côté international, moderne et tech du mot VA. Hem, en fait, la plupart, moi, j'aime bien, j'utilise beaucoup d'anglicismes. J'adore la tech, j'adore le monde de start-up. Dans le monde des start-up, on ne dit pas, assistante, blogueuse. On dit VA. On dit CM, community manager, OBM, CMO, COO, CEO. On a que des mots anglais, donc moi, je vais faire pareil pour assistant virtuel. Je me définis virtual assistant. Pour moi, AV, ça fait un peu AV qui travaille dans des PME et pour des PDG. Vous voyez, c'est juste un choix. Je préfère utiliser un langage plus moderne et plus tech et plus international. C'est juste un choix. Tout ça n'a aucune importance. Vous pouvez évidemment vous donner le titre que vous préférez. Et je rajouterais même sur le terme VA, AV, assistante digitale, que vous pouvez même utiliser les trois. Moi, c'est un peu mon cas. J'ai assistante digitale, par exemple, dans mon adresse mail, c'est assistante digitale. Après, j'en ai une autre, c'est juste assistante. Sur LinkedIn, ça va être plus VA et sur Instagram, plus AV. Ça pose pas de problème. Ce qui peut différencier un petit peu si vous visez des clients un petit peu plus à étiquette, et je pense que Madalena t'en parlera après, effectivement, utiliser des termes que tout le monde comprend, donc en anglais, ça peut être un avantage aussi pour vos clients. Si vous avez des clients qui sont à l'étranger, des clients étrangers aussi, ça peut être sympa. Ça va dépendre un petit peu de la cible, je dirais. Oui, et même moi, j'ai une assistante virtuelle qui faisait la prospection téléphonique. Et là, il vaut mieux parler de télésecrétaire, utiliser vraiment les termes qui votre cible, votre client utilise. Alors, je tenais à vous donner une idée de vous parler du marché global, du marché des assistants virtuels autour du monde. Je trouve que c'est très intéressant que vous soyez déjà assistante ou que vous souhaitez vous lancer, parce que c'est là qu'on comprend que la demande est énorme et que le marché n'est pas du tout saturé comme beaucoup d'assistantes pensent. Beaucoup d'assistantes n'arrivent pas à trouver des clients et donc elles pensent que le marché est saturé, ce qui n'est pas vrai. Le marché des assistants virtuels grandit de 24% tous les ans. On prévoit d'avoir 8,5 millions d'assistantes d'ici 2028 et la demande ne fait que grandir. Je tiens à donner une petite définition. Donc, une VA est un freelance qui fournit des services à distance. Et pour moi, c'est tout. En fait, c'est la définition, elle est juste là. Parce qu'avant, c'était un freelance qui fournissait des services administratifs à distance, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que la demande est très forte. C'est parce que ce n'est plus le job d'une assistante n'est plus limité aux services administratifs. Aujourd'hui, une assistante peut se spécialiser dans absolument tout. Dans une niche des clients, par exemple les cabinets d'experts comptables, les cabinets d'avocats, les startups, les formations en ligne, mais aussi se spécialiser dans le type de service qu'elle fournit. Ça peut être du no-code, des tunnels des ventes, de la formation, de l'édition, du montage vidéo. Ça peut être de la gestion d'email, de l'événementiel, de la communication sur les réseaux sociaux. C'est très varié. Vous pouvez offrir le service que vous voulez, en fait. C'est le métier le plus polyvalent du monde, je pense. Et c'est pour ça qu'il me plaît autant, parce que vous pouvez créer le métier que vous rêvez, en fait, qui vous correspond le mieux. Pourquoi il y a cette demande la demande est en forte croissance au niveau mondial? C'est parce que depuis le Covid, tout le marché mondial du business a changé. Les grands groupes n'hésitent pas à externaliser des choses qui n'arrivent pas bien à gérer en interne, donc il y a pas vraiment de valeur ajoutée, que ça soit en interne. Il y a plus ce modèle où on essaie de juste recruter le maximum de personnes et de créer des gros groupes. Aujourd'hui, on essaie de se concentrer en fait sur ce que la société maîtrise le mieux et tout le reste, on l'externalise. Et le fait qu'avec le Covid, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à distance, ça a fait qu'il y a plus de confiance dans le travail à distance.
Avant, on ne faisait pas confiance. On ne voulait pas externaliser le côté financier de la société à quelqu'un qui habitait peut-être dans un autre pays. Aujourd'hui, on arrive de mieux en mieux à le faire. Les gens font de plus en plus confiance. C'est pour ça que le métier se développe et qu'il est de plus en plus demandé. Et la dernière raison, c'est qu'il y a eu une explosion des nouveaux métiers du digital. Les formateurs en ligne, les influenceurs, les solopreneurs qui sont des gens qui sont seuls, qui ne veulent pas recruter, qui souhaitent travailler avec des freelances à distance et qui ont un business digital. Ça peut être un site internet, un site e-commerce. Ça peut être aussi tout ce qui est communauté en ligne, communauté payante. C'est un marché qui marche très bien. Ils ont besoin des assistants pour animer leur communauté, pour gérer leurs réseaux sociaux. Donc, vraiment, tous ces nouveaux modèles font que la demande en assistant virtuel n'a jamais été aussi forte. Donc, c'est là tout l'intérêt de se lancer. Il y a vraiment plein d'opportunités. À vous de choisir qu'est-ce que vous voulez offrir et en quoi vous voulez vous spécialiser. Je rajouterais une petite précision là-dessus. Comme on a beaucoup de débutantes ou de futures assistantes, bien évidemment, c'est pas une obligation de savoir avant même de vous lancer ce que vous voulez faire, dans le sens où c'est compliqué de déterminer un petit peu ce qui va vous plaire, là où vous allez vraiment être à fond, où ça va être vraiment passionnant pour vous. Bien évidemment, au début de votre activité, vous allez certainement tester des choses, peut-être de l'administratif, du community management, du montage, enfin plein de choses. Vous allez peut-être toucher un petit peu à plusieurs domaines et c'est super. Et au fur et à mesure des missions, vous apprendrez à affiner un petit peu ce que vous aimez et les missions que vous allez proposer. Et à la fin, vous verrez qu'il y en a certaines que vous ne ferez plus, d'autres que vous ferez exclusivement. Et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas vous stresser dès le début en vous disant « Oh là là, mais moi, je ne sais pas du tout vers quoi me positionner ». C'est normal, on est toutes passées par là, c'est le début. Il ne faut pas se prendre la tête pour ça. Voilà, petite intervention de ma part. Okay, très bien. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Mais du coup, Diane, c'est l'occasion de se présenter. Je commence d'abord. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui me connaît déjà. Mais voilà, petite présentation. Je suis Maddalena, je suis italienne, je suis maman de 2 garçons et je me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle il y a 4 ans. Un moment difficile de ma vie où je n'avais pas travaillé depuis 8 ans. Je m'occupais de mes enfants et suite à une séparation, j'ai dû retourner dans le monde du travail et je ne trouvais aucun métier adapté à ma situation qui allait me permettre de rester auprès de mes enfants, de pouvoir les récupérer à 18h le soir, de pouvoir les gérer le mercredi. Je ne trouvais pas de métier pour moi dans le salariat et qui me permette aussi, quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment de diplôme et qui ne travaille pas depuis longtemps, d'avoir des revenus suffisants. Donc, j'ai découvert le métier de virtual assistant dans un article de la presse américaine parce qu'en France, il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnes parlaient de ça. Je me suis lancée en tant que freelance. Je ne me suis pas formée, je n'ai pas payé 1 euro et j'ai pas investi un seul euro dans ma carrière. J'ai tout appris sur Internet. Je me suis lancée et ça a très bien marché pour moi. Au bout d'1 an, la demande a été tellement importante que j'ai commencé déjà à déléguer, à travailler en binôme avec une assistante, puis une deuxième, puis une troisième. Et à peine 2 ans après mon lancement, j'ai fondé VA World, qui est une agence d'assistantes virtuelles. J'ai à peu près 40 personnes dans mon équipe aujourd'hui. Je travaille avec des assistantes freelance. On a accompagné à peu près 200 clients, quasiment que des clients dans le digital. Et en plus, ça s'arrête pas. Vraiment, j'ai des demandes tout le temps. Et j'ai du mal, j'ai pas des soucis à trouver des clients, j'ai du mal à trouver le profil d'assistante que les clients me demandent. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé la VA Academy, que je tiens à former les assistantes avec l'aide de Diane, Diane qui fait partie de mon agence, parce que je pense qu'on a beaucoup à leur apprendre, à leur apporter et leur expliquer. Vous, notre expérience, on sait exactement ce dont ont besoin les clients. Et voilà, on va parler de tout ça. Je laisse Diane se présenter.
Hop, merci beaucoup, Madalena. Donc, moi, je suis Diane, je suis assistante depuis 2 ans et freelance depuis 3 ans, un petit peu plus que 3 ans et demi. J'ai commencé ma carrière, on va dire, parce que je suis assez jeune, j'ai 26 ans. J'ai commencé ma carrière dans le commerce, donc j'ai fait une école de commerce automobile. J'ai travaillé ensuite dans ce domaine-là, mais malheureusement, c'est pas le domaine qui me plaisait pas. C'est vraiment le fait d'avoir des horaires extraordinairement larges, on va dire, travailler 6 jours sur 7, pas avoir un salaire forcément qui correspond à mes attentes et qui correspond à mon implication, on va dire. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous pour qui c'est le cas aussi, parce que vous êtes venus me parler un petit peu déjà ces derniers jours. J'ai beaucoup d'assistantes qui sont venues pour me dire que leur rémunération ne correspondait pas, on va dire, à leurs attentes. Donc, je comprends totalement ça, je l'ai vécu aussi. Et je me suis lancée au début en tant qu'assistante en trouvant sur les réseaux sociaux, tout simplement, sur TikTok, même plus précisément, une VA qui parlait de son métier. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? C'est encore un métier dans le marketing, le MLM ou quelque chose comme ça. J'avais une vision un peu négative, on va dire, de ces métiers du digital. Et au final, je me suis donné 1 mois pour, comment dirais-je, pour me lancer, pour me renseigner au maximum. Et comme Madalena, j'ai payé aucune formation. J'ai jamais mis 1 euro dans une formation d'assistante ou autre chose. Je me suis dit que j'allais vraiment me former par moi-même et c'est ce que j'ai fait. Et le conseil que je donne à toutes les assistantes aujourd'hui, c'est de ne pas refuser de missions qui peuvent vous plaire, mais même si vous ne savez pas faire. C'est-à-dire que moi, quand j'avais un client qui me disait: «Est-ce que tu peux faire ça?» et que je ne savais pas le faire, si j'avais envie d'apprendre à le faire, je disais oui et je prenais sur mon temps à moi, évidemment, pour apprendre à faire ce que le client me demandait et ensuite pouvoir lui délivrer mon travail. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'atteindre, on va dire, le niveau auquel je suis aujourd'hui. C'est de toujours chercher la performance et la satisfaction de mon client, de jamais dire ah non non je sais pas faire, je sais pas faire. Alors bien évidemment ça dépend dans quelle mesure, hein, évidemment si on me demande de faire un site web avec du code, je vais pas dire oui, mais une mission qui va correspondre à peu près à ce que je propose, je vais toujours dire oui. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne et que je vous conseille de retenir, c'est de ne pas avoir peur de vous lancer. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Personne n'est avec des compétences dans le digital et les formations qu'on peut trouver en ligne, alors c'est très bien, mais c'est pas forcément, c'est pas un coup de baguette magique dans le sens où voilà, vous allez payer la formation, si vous la faites pas derrière, si vous appliquez pas les conseils, bah, forcément, ça sera pas bénéfique pour vous. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ma présentation. Je veux juste rajouter que moi aussi, enfin, Diane, on se connaissait pas, mais en fait, on a vraiment eu, on a eu pas mal de choses en commun dans notre parcours. Là, il y a, par exemple, dans le chat, quelqu'un qui dit: «C'est peut-être dangereux de dire oui à tout», mais en fait, c'est vraiment le secret au début. Moi aussi, j'ai dit oui à tout. J'avais des missions à 16 € de l'heure. Parce qu'en fait, quand vous êtes freelance, vous êtes libre de changer à tout moment. Moi, j'ai des contrats en place où, avec un préavis de 2 semaines, vous pouvez même mettre 1 semaine, vous pouvez arrêter l'émission. Donc, n'hésitez pas à trouver. Moi, je dis toujours, dites oui à tout au début. Et quand vous avez plein de clients, mais c'est là que vous allez chercher des meilleurs clients. Et à tout moment, vous pouvez arrêter une mission avec quelqu'un que vous aimez pas pour accepter une meilleure mission plus jolie pour quelqu'un que vous appréciez plus. Et c'est aussi là que vous augmentez votre tarif petit à petit à chaque fois que vous changez des clients. Donc vraiment, je suis aussi d'accord, dites oui à tout et on en va en reparler, mais c'est vraiment le plus important en fait de faire ça au début. Alors là, on va parler des compétences clés qui, selon moi en fait, sont indispensables pour exceller. Exceller en tant qu'assistant virtuel. Donc c'est pas les compétences clés pour s'élancer, mais comment vraiment arriver à être, à gagner, arriver à, par exemple, à gagner 5 000 € par mois. Très important pour moi de c'est
différencier. Vous n'êtes pas obligé de le faire au début. Au début, c'est pas important. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Comme a dit Diane, n'essayez pas de dire, OK, mais exactement quel service je vais offrir à qui, à quelle niche. Dans 80% des cas, vous pouvez pas le savoir. Vous savez pas ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, parce que vous n'avez pas essayé assez de clients et d'émissions pour savoir ce que vous aimez. Donc, au début, encore une fois, dites oui à tout. En fait, essayez juste de trouver vos premiers clients. On va vous donner quelques conseils pour les trouver juste après. D'abord, au début, trouvez des clients et essayez des plus de missions variées possibles. Et après, commencez à vous poser la question qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui fait que je suis différente des autres. Et ça peut être donc ça. C'est le personal branding, c'est qu'est-ce qui vous différencie des autres. Ça peut être quelque chose aussi simple que votre personnalité, que votre look, que votre façon de vous habiller, que vos hobbies. Ça, en fait, tant que vous apprenez, quand vous apprenez à le mettre en valeur, c'est toujours comme ça que vous allez vous faire remarquer. Si moi, j'ai une assistante qui est passionnée des jeux vidéo, mais elle met partout les petits logos dans sa communication. Je peux vous dire qu'il y a plein de clients qui sont passionnés des jeux vidéo qui la remarquent juste comme ça. Mais elle, après, elle ne fait que des factures. Vous voyez, le personal branding, c'est très puissant, c'est très fort, surtout si vous créez du contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous différencier de cette façon, mais aussi par niche des clients, par service que vous proposez. Il y a plein de façons de le faire. Juste gardez toujours ça à l'esprit, en fait, que même si vous faites que des factures, il y a toujours une façon de vous différencier. Et j'espère que dans la communauté, on va vous apprendre à le faire et même à vous aider à trouver ce qui vous rend différent. En plus de ça, donc ce qui est important d'avoir, c'est des connaissances techniques. Pareil, au début, c'est pas important. Ça, c'est les compétences pour exceller. C'est pas les compétences nécessaires pour se lancer. Il y a quelqu'un qui a posé la question dans le chat, quelles sont les compétences à avoir? Au début, même aucune, j'ai envie de dire. Franchement, si tu sais, par exemple, écrire, bien répondre aux emails, limite, même si tu sais pas le faire, tu peux utiliser ChatGPT. Si tu sais faire des factures, tu connais les mentions obligatoires qu'il faut mettre dans une facture, c'est suffisant pour commencer à vendre tes services. Tu peux très bien ne proposer que la facturation ou la gestion d'email. Très simple. Ou la gestion d'agenda. Moi, c'est ce que je proposais au début. Vous pouvez aussi proposer la réponse aux DM sur les réseaux sociaux, la réponse aux commentaires sur les réseaux sociaux. C'est très facile, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez besoin d'aucune connaissance technique pour vous lancer. Mais si vous voulez arriver à 5 000 € par mois, si vous voulez rester assistant virtuel toute la vie, en tout cas le plus long terme possible, vous devez être toujours en train de vous former, de regarder ce qui se fait au niveau de la tech, au niveau des outils, parce que ça va très vite, ça évolue très vite. Donc, il est très important de connaître les outils d'IA et des outils no-code en général. En fait, c'est pas important de maîtriser un outil si un client ne vous demande pas de l'utiliser. Ça, c'est une erreur qu'ils font beaucoup d'assistants. Ils se forment à Notion, à je sais pas, des outils à Asana ou des outils de finance, mais après, ils n'ont aucune mission. En fait, ils ne tombent jamais sur le client qui leur demande de maîtriser ces outils. Donc, ça ne sert à rien de les apprendre avant de vous lancer. Lancez-vous et le jour que le client vous demande de maîtriser un outil, par contre, là, vous allez mettre une intensité de fou. Vous allez passer les nuits sur Internet à apprendre à utiliser l'outil et tout ça, ça peut se faire gratuitement. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour apprendre à utiliser un outil. Le souci que j'ai au niveau des outils, c'est que aussi, les soucis que j'ai avec les profils d'assistantes que je recrute, c'est que parfois, elles me disent, par exemple, je fais un exemple, Penny Lane, un outil de suivi financier et de outil comptable, c'est que les assistantes me disent, oui, je connais Penny Lane. Oui, en fait, elles connaissent, elles vont faire les tâches de base. Mais en fait, un outil, vous pouvez vraiment le maîtriser. Vous allez sur YouTube, vous suivez toutes les mises à jour. Un outil évolue 3 mois après. Il y a des fonctionnalités qui n'existaient pas il y a 3 mois. Il est important de continuer à vous former continuellement. Vous devez être passionné en fait de ça, sinon ça ne va pas marcher. Penny Lane, comme tout outil, il y a une énorme différence
différence entre savoir utiliser un outil et vraiment connaître toutes les fonctionnalités et vraiment exploiter les potentiels de l'outil. Et ça impressionne les clients. Si un client, ça t'est arrivé plein de fois, un client qui me dit, moi j'utilise Pennylane, j'utilise ça et ça et ça, et l'assistante répond pendant le call, ah mais pourquoi tu n'as pas mis en place l'automatisation qui fait ça, et pourquoi tu n'as pas optimisé la gestion de ses dépenses de cette façon, ça impressionne le client et le client il va tout de suite dire, ah oui, elle va m'apporter des connaissances que je n'ai pas, parce qu'elle a justement le temps de se former et de connaître l'outil mieux que moi. C'est très important. Diane, je pense que tu voulais intervenir. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur les calls découvertes comme ça. N'hésitez pas à être proactive et proactif pendant ces calls découvertes, justement, si vous arrivez à vous positionner sur des outils, dans le sens où si vous avez des compétences, comme disait Madalena, n'hésitez pas vraiment à les mettre en avant. Simplement dire je connais tel outil, ça ne suffit pas à montrer que vous savez vraiment le maîtriser, montrer que vous allez avoir une valeur ajoutée. Ne voyez pas les appels découvertes comme des entretiens d'embauche, mais vraiment comme un échange entre entrepreneurs, tout simplement, entre professionnels. Et ça va vraiment être game changer pour vous. Et dernière compétence clé qui pour moi est la plus importante, je répète, non pas pour se lancer, mais pour tout déchirer en tant qu'assistant virtuel, c'est le mindset. C'est super important. Je ne sais pas si je peux zoomer non, sur la photo. En fait, pardon. Le mindset, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cet état d'esprit qui fait toute la différence au niveau de la relation avec vous-même, mais aussi avec vos clients. C'est cet état d'esprit qui vous fait voir tout comme une opportunité. Comme disait Diane, si un client vous propose un outil, je vous fais des exemples concrets. Par exemple, dans mon agence, il y a parfois, j'ai parfois les détails d'une mission écrits dans un papier, je l'envoie à l'assistante et je lui dis, est-ce que tu peux accepter cette mission? Il y a des assistantes qui savent faire 80% de ce qui est écrit, mais par exemple, il y a écrit utilisation de Zapier. Elles ne connaissent pas Zapier. Elles m'écrivent, non, je ne peux pas accepter cette mission parce que je ne connais pas Zapier. Ça, c'est vraiment, vous ne pouvez pas devenir assistante et arriver et gagner votre vie en tant qu'assistante si vous avez cet état d'esprit. Vous devez tout voir comme une opportunité pour apprendre, pour vous améliorer. Côté client, ça ne fait aucune différence en fait. Vous devez avoir de la confiance en vous et savoir qu'on peut tout apprendre. Je ne suis pas plus intelligente que vous. Vous pouvez tout apprendre si vous avez la volonté de le faire. Moi, un client comme ça, c'est arrivé plein des fois, c'est arrivé même tout le temps que je ne connaisse pas un outil nécessaire en fait pour valider une mission. Je disais au client, alors moi je ne mens jamais, donc je disais au client, oui, j'en ai entendu parler de cet outil. Je n'allais pas lui dire que je maîtrisais l'outil. Je dis que je m'en sentais tout à fait capable d'accepter la mission. Et ensuite, j'ai passé la nuit sur Internet pour apprendre à utiliser Zapier. Et le lendemain, j'étais déjà prête à démarrer la mission. Et côté client, ça n'a jamais fait aucune différence. Vous devez tout voir comme une opportunité. Vous devez aussi être prête à évoluer tout le temps, à vous améliorer. Au niveau vraiment du mindset, c'est-à-dire, je vous fais un autre exemple concret. J'ai des assistantes dans mon agence qui ont la quarantaine, la cinquantaine. L'âge n'est pas du tout un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'ils ont ce mindset de « j'ai toujours fait les choses comme ça, c'est comme ça que ça s'est fait et pas autrement ». Ça ne peut pas marcher, vous allez aller nulle part avec cet état d'esprit. Une start-up m'a contacté pour externaliser les ressources humaines, le RH. Je n'ai parlé à une assistante de mon équipe qui est très compétente. Elle a refusé la mission parce que les startups, en général, utilisent tous Payfit, qui est un outil récent. L'assistante a dit non, moi je pense que Payfit, c'est pas le meilleur outil. Moi, je préfère utiliser Silae, l'outil classique que toutes les PME utilisent. C'est pour ça qu'elle a refusé la mission, en fait, parce qu'elle disait non, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas comme ça qu'on fait les choses sérieusement. Ça aussi, ça marche pas. Vous devez vous adapter aux outils et aux façons de travailler du client et essayer vraiment de
mais de l'accompagner, de ne pas vouloir changer sa façon de voir les choses, mais juste essayer de vous adapter, d'apprendre, d'évoluer et être vraiment toujours ouverte. Aussi, pas de jalousie, comme c'est écrit sur la photo, je ne sais pas si on le voit. Pas de jalousie, vraiment, ça va vous limiter. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Ne regardez pas les clients, il y a des assistantes qui regardent les chiffres, le compte en banque du client, qui se disent: «Oh là, mais combien d'argent il gagne et il me paye que ça et c'est pas juste». Vous allez aller nulle part avec cet état d'esprit. Pareil entre assistantes. Il y a des guerres qui se font sur Instagram entre assistantes. Je vous déconseille vraiment de rentrer dans cette façon de penser. Si vous êtes jalouse de quelqu'un, si vous voyez une assistante qui gagne beaucoup plus que vous, qui réussit plus que vous, mais devenez copine avec elle ou inspirez-vous d'elle, essayez de voir ce qu'elle fait mieux que vous. Vraiment, c'est comme ça, c'est ce mindset de croissance, de gros mindset qui va vous aider vraiment à tout exploser en tant qu'assistante. On passe à la slide. Alors, celle-ci est la plus importante pour se lancer. C'est comment trouver des clients. Alors, mon conseil, moi, je coach des assistantes en one-to-one depuis 1 an et demi. Je leur dis qu'il y a une seule chose importante, en fait, au début. C'est vous devez être obsédé par le fait de trouver vos premiers clients. Perdez pas de temps pour faire un site joli, pour créer du contenu sur Instagram, pour faire des jolis visuels sur Canva, pour parler de vos services ou justement, vous prenez pas la tête avec quel service je vais vous offrir, combien est-ce que je fais des packages, des forfaits. C'est pas le moment de penser à ça, juste trouver les premiers clients. Même si c'est pas le bon tarif, c'est pas grave, vous allez le changer par la suite. C'est pas le service que le meilleur service, même si les services que vous offrez, en fait, au bout de 3 mois, vous comprenez que vous n'aimez pas faire ça, c'est pas grave. En freelance, vous êtes libre de tout faire, tout changer à tout moment. Il y a une seule chose qui compte, c'est en fait, le test pour savoir si vous allez réussir ou pas, c'est vous confronter au marché, vous confronter la demande. Est-ce que ce que vous vendez est demandé? Est-ce que vous savez comment vous pouvez trouver des clients? Si vous savez et si vous maîtrisez la prospection, le fait de trouver le marketing, la façon de votre façon de trouver des clients, si vous maîtrisez le sujet, vous êtes les rois du pétrole. C'est comme moi en fait. Du coup, si moi je pense maîtriser le sujet, mais la demande ne s'arrête jamais. J'ai 40 assistantes, j'ai du boulot pour tout le monde et je n'arrête pas de trouver des nouveaux clients, des clients à étiquette. Je facture 80 € de l'heure. Pourquoi je peux me permettre de facturer 80 € de l'heure aujourd'hui alors que j'ai commencé à 16 € de l'heure? C'est parce que j'ai maîtrisé la communication, le marketing digital, l'inbound et je sais comment trouver des clients aujourd'hui. Et pour moi, d'après tout ce que j'ai vu, c'est le plus gros souci pour les assistantes, en fait. Elles ne savent pas comment trouver des clients, c'est ça qui les bloque et c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, elles arrêtent. Elles vont dire que le marché est saturé, qu'elles n'ont pas réussi, qu'elles n'étaient pas assez fortes, mais en fait, le seul souci, c'est qu'elles n'ont pas appris à trouver des clients. C'est le seul problème. Donc, alors, pour être assistant virtuel, il y a 10 000 façons d'être assistant virtuel. Vous pouvez l'être, vraiment offrir le service que vous voulez, de la façon que vous souhaitez, travailler comme vous voulez, d'où vous voulez. Il y a 10 000 façons d'être assistant virtuel. Par contre, il n'y a que 4 ou 5 façons de trouver des clients. Choisissez la méthode qui s'adapte, qui est la mieux adaptée à vous, à votre personnalité. Une première option, c'est le réseautage. Ça, surtout si vous êtes une personne extravertie, c'est le top. C'est pas mon cas, moi je suis quelqu'un d'introverti, c'est pour ça que j'ai choisi l'inbound, la création de contenu. Mais si vous adorez rencontrer des gens, si vous êtes extraverti, mais allez parler aux gens. Au début, si vous n'êtes pas trop confiant, allez juste dans votre ville, dans les réseaux, dans les ateliers de votre ville. Je suis sûre que vous regardez sur Internet, même dans les villes les plus petites de France, il y a toujours des ateliers, des groupes d'entrepreneurs. Allez les voir, allez parler avec eux. Je connais 4 ou 5 assistantes qui sont full, qui ont une demande, mais pareil, où la demande, ça ne s'arrête pas. Elle n'arrête pas d'avoir de la demande des clients. Et
elles n'ont jamais mis les pieds sur les réseaux sociaux. C'est là l'erreur qu'ils font plein de coachs pour moi, d'assistantes. Ils vont vous dire de créer du contenu sur LinkedIn, sur Instagram. C'est pas pour tout le monde, ça demande beaucoup d'efforts. Vous pouvez juste sortir de chez vous et aller rencontrer des gens dans votre ville. Je connais des assistantes qui sont full, qui travaillent que pour des clients de leur ville. Moi, je vois pas trop d'intérêt parce que je pense que c'est un métier digital justement qu'on peut faire à distance. Du coup, j'aime bien travailler avec des clients du monde entier. Mais pourquoi pas, surtout pour commencer, aller voir une galerie d'art de votre ville, aller voir les restaurants, aller voir tous les commerçants, mais même tous les personnes qui travaillent dans le BTP, les artisans. Vous proposez, est-ce que je peux m'occuper de vos factures? Est-ce que je peux m'occuper de votre standard téléphonique? Et vous lui dites, ça vous, juste quelques heures par mois, ça va leur coûter 300 € peut-être. C'est rien pour eux, c'est pas une grosse dépense. Et vous commencez comme ça, en fait. Vraiment, aller taper aux portes des gens dans votre ville, ça marche très bien. Si vous êtes à un niveau supérieur, participez à des conférences en ligne sur LinkedIn. Après, vous allez connecter à des gens qui étaient aussi participants avec qui vous avez discuté dans le chat. Allez aussi aux conférences. Pareil, il y en a souvent dans toutes les villes sur des sujets différents. Les plus importants que j'ai marqués, oui, c'est Vivatech. Vivatech, c'est le salon de tech à Paris une fois par an, fin mai. Vous allez une fois, vous êtes extraverti, vous allez parler à tout le monde, vous êtes préparé les cartes de visite, vous allez trouver des clients. Encore, participer à des masterminds. Moi, j'ai participé à un mastermind qui m'a vraiment fait exploser mon business. C'était un mastermind international en France et à Dubaï. C'est là où j'ai pris la photo que j'ai mise sur la slide. C'est pas... Il y en a des plus petits. Il y a des masterminds pour entrepreneurs digital qui se passent en France, au Portugal. D'ailleurs, je fais de la pub à Thibault, lui. Il y a des masterminds un peu partout en Europe. Il y a même des co-living, des séjours coworking. Ça veut dire qu'il y a des séjours entre entrepreneurs qui se retrouvent pendant une semaine pour travailler ensemble. Plus vous vous connectez aux gens, plus vous allez trouver des opportunités. À part le réseautage, la prospection, ça, pareil, je connais aucune assistante qui maîtrise le sujet. La prospection, c'est moi, j'ai vraiment agi comme une start-up. C'est-à-dire, je suis une start-up et il faut vendre. Je veux vendre au plus de clients possible. Comment je vais m'y prendre? Je me suis pris, en fait, j'ai utilisé vraiment la même méthode qu'utilisent les start-up. J'ai été démarcher tout le monde sur les réseaux sociaux à mes débuts, en fait. Je écrivais des DM à tout le monde où je proposais mes services. Je suis Madalena, je suis assistante virtuelle. Je propose gestion agenda, édition des factures, organisation de placement. Je facture 20 € de l'heure ou 50 € de l'heure, ça fait aucune différence. Voilà, booker, peut-être je fais un calendrier pour avoir un lien pour prendre un rendez-vous client avec moi. Et j'ai envoyé 50 messages par jour. Si vous n'arrivez pas à trouver des clients de cette façon, il y a une seule raison, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon. Soit le message, il est mauvais, votre message de prospection, mais la plupart du temps, c'est juste que vous n'avez pas mis l'intensité nécessaire. C'est mathématique, c'est vraiment, si vous envoyez 100 messages par jour, c'est juste logique, ça va finir par marcher. Vous allez trouver votre premier client comme ça. Si vous arrêtez trop tôt, c'est vous qui avez lâché, en fait. C'est pas que ça n'a pas marché, en fait. Ça ne peut que marcher. Petite anecdote sur la prospection. Alors moi, c'était pas du tout mon canal d'acquisition, mais j'en ai fait évidemment à mes débuts aussi. Très peu, je pense que j'ai dû m'y mettre vraiment à fond pendant peut-être 2-3 semaines. Et parmi ceux qui m'avaient répondu, j'en ai un qui m'avait dit écoute, c'est gentil, mais on n'est pas intéressé pour l'instant. Je garde ton contact, merci. Et il y en a beaucoup qui répondent ça et qui ne vous recontactent jamais. Et plusieurs mois après, une fois que j'étais lancée, que j'avais une clientèle, cette même personne m'a recontactée en me disant « Salut, tu m'avais contacté il y a quelques mois. Est-ce que tu as toujours de la place? Je cherche une assistante, etc. » Et depuis, c'est mon client et c'est toujours mon client. J'ai même augmenté mes tarifs avec ce client. C'est pour vous dire que
La prospection, ça peut être un petit peu frustrant. On peut avoir l'impression que les retombées ne sont pas immédiates. Mais sachez que vous tissez un petit peu votre toile, en fait, quand vous faites votre prospection. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas besoin de vous tout de suite, elle pensera peut-être à vous le jour où elle en aura besoin, ou si elle a un ami entrepreneur ou une connaissance qui dit « Ah, je cherche une assistante », voilà. Vous allez être dans la tête des gens. Et ça, c'est hyper important. Ne pensez pas que vous moulinez dans le vide en faisant de la prospection, même si ça ne donne pas des résultats tout de suite. Ok, top. Donc ça, moi, je parlais beaucoup de DM, mais vous pouvez aussi faire une campagne emailing si vous connaissez le sujet. Je répète, je connais quasiment pas de freelance qui font ça. Assistants. Par contre, des formateurs, ils font ça. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des milliers de personnes dans leur formation. Il faut juste une campagne d'email. Si cela vous paraît trop technique, sachez que juste avoir de la visibilité, ça peut commencer avec juste des simples efforts, des simples actions quotidiennes. Aller sur les réseaux sociaux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des assistantes et ils ne savent même pas ce que c'est un réseau social et c'est très bien. Moi, je ne les oblige pas. C'est un choix, en fait. On choisit notre technique, notre stratégie d'acquisition des clients. Par contre, c'est un super moyen de trouver des clients, surtout parce qu'on bosse dans le digital et donc toutes les business dans le digital ont souvent une page sur les réseaux sociaux où vous pouvez aller, vous pouvez voir les followers, vous pouvez voir par exemple la société que vous voulez prospecter ou dans laquelle vous rêvez de travailler, qui suit cette société sur LinkedIn et vous pouvez voir qui travaille pour cette société. Connectez-vous aux employés de cette société et commentez leurs posts. C'est très simple. Essayez de juste créer En fait, tout c'est fait à partir d'une relation humaine. Donc, peut-être vous pouvez même vous connecter à ces gens-là et juste échanger avec eux. Peut-être juste, vous leur écrivez un message et vous lui dites juste que vous admirez ce qu'ils font en fait, qu'ils font un super travail, que vous adorez leurs produits. C'est tout. Vous ne vendez rien en fait. Et peut-être qu'ils vont voir votre profil, ils vont voir ce que vous faites, ils vont vous contacter. Essayez juste d'engager la conversation et d'être visible. Participer à des discussions sur Internet, pas que sur les profils, mais aussi dans des groupes, sur LinkedIn, même il y a des groupes, il n'y a pas beaucoup qui les utilisent, dans les Discord, dans les communautés. Donc ça, c'est un autre moyen très facile à la portée de tout le monde. Et j'ai aussi noté, je sais que je vais juste en parler en fait, parce que je trouve que personne n'en parle, mais envisager la publicité, c'est-à-dire que pareil, je connais aucune assistante virtuelle qui fait ça. Moi-même, j'ai essayé ça pour la première fois la semaine dernière. J'ai fait un Reels sur TikTok, je crois, Instagram, et j'ai payé 20 € en fait pour voir si j'ai arrivé à toucher beaucoup plus de monde en payant juste 20 €. Et ça a très bien marché, je suis très contente. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas pensé avant? Là aussi, vous êtes créatif, privilégiez la création de contenu, faites des vidéos et pourquoi pas y mettre un petit budget de 3-6 € pour essayer d'avoir du reach. Parce que ça prend du temps en fait pour être visible sur les réseaux sociaux si vous commencez de zéro. Aussi, les recommandations, ça marche beaucoup. Voilà, je dirais que c'est tout. Moi, j'aime pas trop le fait de créer des profils sur Malte ou sur des plateformes comme ça. Je pense que vous allez être noyé parmi des milliers de profils. Vous n'allez pas être visible, justement. Un petit conseil, je trouve que la plupart des assistants prospectent en fait les infopreneurs, les solopreneurs en général, ou les petites startups, mais je vous donne un chiffre, 35% des clients d'assistants virtuels sont des sociétés qui ont plus de 1000 employés. C'est tout un marché qui n'a pas beaucoup d'assistantes qui osent aller contacter ces grands groupes. Ils vont se dire, non mais ils ont sûrement tout en interne, ils n'ont sûrement pas besoin de moi. C'est pas vrai. Un profil d'assistante dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'assistante personnelle. Moi, dans mon équipe, j'ai des assistantes personnelles. Elle s'occupe du perso du CIO. Du coup, elle ne touche rien au business. Elle s'occupe du personnel de la maison, de ses achats, de ses mutuelles, des activités des enfants, de l'événementiel, parfois de ses vacances. Tout ça, c'est un service que vous pouvez offrir. Et ça, les CIO adorent avoir, de plus en plus, adorent avoir une assistante virtuelle. Mon plus gros client a été, je crois,
Guillaume Moubèche de Lemlist, c'est une société, ils ont, je crois, 150 employés, ils sont valorisés à 150 millions. Et moi, je l'ai prospecté sur LinkedIn. Et tout ce que je dis, je lui ai fait une petite blague et je l'ai félicité pour son travail, pour son outil qui est extraordinaire. Et je lui ai dit, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'une assistante personnelle? Et il m'a dit, bah oui, pourquoi pas. Il faut oser, en fait. C'est vraiment avoir du courage et aller contacter des gens. Une fois que vous maîtrisez ça, vous êtes vraiment, vous ne devez plus vous inquiéter, en fait. Parce que même si vous avez des bas dans votre carrière de freelance, même si à un moment, des clients vous quittent et vous devez très vite rebondir, en trouver d'autres, ben vous allez toujours savoir comment rebondir très vite et comment trouver d'autres clients. Et donc, on arrive donc à un autre projet donc de moi et de Diane. Le projet qui s'appelle donc la VA Academy, qui est une communauté qui va ouvrir aujourd'hui. Je vous ai mis le lien sur la diapo. C'est une communauté pour toutes celles qui souhaitent se lancer, mais toutes celles qui sont aussi assistantes et qui cherchent une communauté. Pourquoi, selon moi, pourquoi j'ai pas fait une formation? Pourquoi j'ai pas fait du coaching? Ce que je fais déjà? Pourquoi j'ai pas continué à faire ça? Pourquoi j'ai souhaité créer une communauté? C'est parce que pour moi, c'est plus important que tout le reste. Déjà parce qu'on se sent très isolé quand on est freelance. On a besoin de s'entourer. Mais aussi, le coaching, c'est très bien. La formation, c'est très bien. Mais c'est en plus pour moi. En plus, c'est du ponctuel. Alors, la communauté, c'est du long terme. Vous allez toujours avoir besoin de demander conseil à d'autres assistantes. Et j'ai ressenti vraiment ce besoin de créer cette communauté, j'y pense depuis des années. C'est parce qu'au sein de mon agence, je vous dis qu'est-ce qui se passe. J'ai 40 assistantes. Chaque personne pense bien faire les choses, bien gérer sa mission. Et en fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'elles se sont pas confrontées aux autres. Et je pense vraiment, je crois beaucoup à cette intelligence collective, au fait que chacune apporte un tip, un truc, une fonctionnalité que les autres connaissaient pas, et ça va faire progresser tout le monde. Ça aide tout le monde vraiment à exceller. Je l'ai vu un tout petit peu dans mon agence. J'ai créé une petite équipe de 5 personnes d'assistantes personnelles. On arrivait à trouver des jets privés en 3 minutes. On arrivait à réserver l'hôtel qui était full depuis 6 mois en 2 nuits grâce à nos contacts, au fait qu'on mettait en commun toute notre connaissance et nos contacts. Ça, pour moi, c'est un pouvoir très puissant, illimité, de pouvoir toujours compter sur les autres, en fait, pour avoir le meilleur contact, la meilleure astuce, les meilleurs tips. Même au niveau des outils, il y a des assistantes qui sont pas très geeks et qui n'aiment pas trop les outils. Il y a toujours quelqu'un qui a un profil très geek qui va toujours donner la bonne réponse pour comment débloquer, en fait, une fonctionnalité d'un outil. Voilà, je crois beaucoup à l'importance, en fait, d'avoir une communauté quand on est assistante. Nous, on va essayer de faire ça. Donc, la communauté ouvre aujourd'hui. Moi, j'ai essayé, avec Diane, on a essayé de créer des channels, d'organiser bien les informations pour qu'il y ait un canal pour chaque sujet. Évidemment, on est ouverte à vos feedbacks, à vos messages. On souhaite constamment l'améliorer. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour, nous dire qu'est-ce que vous voudrez voir ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la communauté. On va avoir des canaux, en fait, d'échange par thématique, mais aussi on essaiera de faire des lives sur des sujets personnels, peut-être comment gérer la vie perso, la vie des mamans et la vie de freelance, comment facturer plus cher, comment bénéficier d'aide quand on ouvre sa micro-entreprise, comment on peut partir en vacances l'esprit léger, comment on peut gérer 10 clients à la fois, tout ça, mais aussi on aimerait faire intervenir des spécialistes, des experts en automatisation, experts no-code, experts de finance, experts communication, Instagram. Tout ça, toujours dans le but de s'améliorer, d'apprendre de plus en plus et de partager tout ça avec toutes les personnes qui vraiment souhaitent aller plus loin. Et vraiment, c'est pas du bullshit. On l'a fait, moi et Diane, et donc on sait comment arriver à 5 000 € par mois DCA et peut-être plus, c'est possible, c'est à la portée vraiment de tout le monde.
Diane, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pas forcément sur cette partie. Je lisais un petit peu les commentaires. Je posais des questions. Est-ce qu'il y en a certaines parmi nos spectatrices et spectateurs qui ont déjà payé des formations pour assistante virtuelle? Parce que, alors j'ai rien contre les formations d'assistante virtuelle, certainement très bien. Mais là où on a voulu vraiment se différencier, donc avec Madalena, c'est que je pense que tu seras d'accord avec moi, quand on s'est lancé, je ne sais pas toi, mais moi, quand je cherchais un petit peu, j'ai regardé forcément les formations, ce qui existait pour me sentir plus légitime, pour acquérir des compétences. Et le problème, c'est que tout ne m'intéressait pas, en fait, dans les formations. C'est-à-dire qu'on apprenait la prospection, on apprenait à faire du community management, on apprenait à faire de l'administratif, on apprenait ceci, on apprenait cela. Et moi, il y avait déjà des choses qui ne m'intéressaient pas forcément et ça m'embêtait, on va dire, de payer, je ne sais pas, 1 000, 2 000, 3 000 € pour une formation où j'aurais appris plein de choses, mais qui au final ne m'auraient pas servi. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne propose pas comme mission puisque je n'aime pas ça. Donc, je n'avais pas envie d'investir, on va dire, mon argent comme ça. Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé cette communauté aussi. C'est pour que vous puissiez vraiment prendre les éléments qui vous intéressent, participer aux futures conférences qu'on vous proposera sur les sujets qui vous intéressent. Voilà, si vous êtes à fond dans l'IA, dans le no-code, eh ben, vous allez pouvoir visionner toutes nos masterclass là-dessus. Vous allez pouvoir, comment dirais-je, intervenir uniquement sur les channels qui vous intéressent. Voilà, vous ne serez pas obligé d'apprendre toute une partie qui ne vous intéresse pas, peut-être sur le community management ou autre. Donc voilà, c'est vraiment la différence qu'on a voulu faire avec une formation plus classique d'assistante virtuelle. Et je crois qu'on a pas mal de questions, Allez, Madalena. vas-y, si tu peux le mettre à l'écran, je réponds avec plaisir. Je crois que Sophie s'en charge. Si on est doué dans l'organisation, la planification, la structuration, quel métier de VA on peut proposer? Ça, assistante spécialisée organisation et structuration. Alors, ça dépend qu'est-ce que tu aimes exactement, si le côté outil, tu vois, ou vraiment le côté process. Les deux sont possibles. Sache qu'il y a aussi, en tant qu'assistante, tu peux évoluer vers un métier des OBM, Online Business Manager, si jamais vraiment tu aimes être vraiment dans l'organisation, dans la structuration des business et pas dans le côté opérationnel, c'est tout à fait possible. Mais après, organisation, est-ce que tu parles d'organisation business, justement de process, ou organisation par exemple, d'événements? C'est aussi possible. Franchement, tout est possible. J'en connais pas mal qui aiment ça et qui vraiment le disent dans leur communication. Je suis assistante spécialisée dans ça, mais va plus dans le concret. Mon conseil serait explique dans quel type d'organisation en fait tu es doué, quel type de structuration, de quel type de business, par exemple business digital, agence marketing, start-up ou formation. N'hésite pas à donner plus de détails. Est-ce qu'une VA doit forcément être bilingue anglais? Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je recherche beaucoup, mais parce que moi, avec mon agence, j'aimerais m'ouvrir plus au marché international. Donc, pour moi, c'est important. Mais en général, non, tu peux très bien trouver plein des clients à vie qui ne nécessitent pas le fait de comprendre l'anglais. L'anglais, c'est important parce que je trouve que sur YouTube, les meilleures ressources, le meilleur contenu, souvent, est en anglais. Mais franchement, pas forcément. Il y a plein même la vaste majorité des sociétés en France n'ont que des clients français. Et même si sur certaines missions, tu auras besoin d'écrire des emails en anglais, c'est pas grave, tu vas utiliser ChatGPT et tu vas t'en sortir très bien. J'ai du mal à voir mon positionnement si je me mets VA no-code versus freelance no-code. Un avis sur le sujet. Tu peux aider, toi, si jamais Diane, parce que Diane, pour moi, elle avait un peu un profil comme ça. Alors, moi, j'ai des assistantes qui, pareil, se définissent assistantes
no-code marketing qui se spécialise dans le setup d'outils, dans les tunnels de vente, dans la création, dans tout ce qui est gestion des formations en ligne. Du coup, se spécialise dans tout ce qui est plateforme en ligne. Et tu peux très bien le faire. Par contre, tu auras des missions où le client va te dire déjà quel outil tu veux utiliser. Alors que si tu veux devenir freelance no-code, c'est-à-dire que tu es un freelance expert en no-code et qui va trouver les meilleurs outils à proposer au client. Par exemple, tu vas faire un cahier des charges, tu vas dire de quels outils le client il a besoin et après, tu t'occupes de faire le setup. Ça aussi, c'est souvent fait par des OBM, Online Business Manager. Moi, je te conseille de commencer en tant qu'assistante et après évoluer, en fait, si ça te plaît. Petit conseil, même si moi, j'ai des assistantes nichées, no-code ou YouTube ou des choses comme ça, c'est bien d'alterner, en fait, de ne pas faire que ça. Vous, dans votre communication, vous communiquez vous restez sur votre niche, mais après, c'est pas mal aussi de faire un peu d'administratif, un peu d'email à côté, juste pour varier. Je ne sais pas si Diane, tu veux rajouter? Non. Est-il possible pour une VA de créer des produits digitaux pour qu'elle ne soit pas dépendante de la vente de temps? Bien sûr. Bien sûr, nous, on invite les assistants à proposer leurs services dans la communauté. On leur donne l'espace ils peuvent faire un live. Du coup, profiter en fait de la visibilité en fait de la communauté pour parler de leurs produits. Tu peux faire un e-book sur un sujet en particulier et le vendre. Tu peux créer aussi des offres packagées, comme par exemple la création de tunnels de vente et le vendre en plus de ton tarif horaire. Tu peux vendre Moi, à un moment, j'ai vendu des tableaux avec tous les meilleurs restaurants qui utilisaient les restaurants fréquentés par les CEO à Paris, parce que j'organisais souvent des dîners, je fais une liste et je leur vendais tout ce que tu peux. Par exemple, à l'événementiel, il y a des VA qui sont experts événementiels, ils vendent des listes des meilleurs hôtels ou meilleures idées de séjour pour entrepreneurs. Tu peux aussi vendre du coaching en one-to-one à d'autres assistantes, une fois que tu évolues. Après, franchement, il n'y a pas de limite. 5 000 € de CA, pour moi, c'est le premier palier que vous pouvez attendre facilement. Après, il n'y a plus de limite. Tu peux très bien travailler en binôme, déléguer une partie de tes missions à une autre personne. Et du coup, tu n'es plus dépendante de la vente de ton temps, en fait. J'ai cru comprendre que tu étais toujours VA ou est-ce que tu gères les assistantes uniquement? Alors, moi, j'ai encore 2 clients pour lesquels je suis leur assistante, mais je fais juste des petites choses et je dirais que ça me prend 3 heures maximum, gros maximum par semaine. Et c'est juste parce que j'y tiens beaucoup à ces clients et en fait, j'arrive pas à les quitter. En fait, c'est la seule raison. Vous allez voir, c'est un métier vraiment, moi j'adore ce métier parce que vous allez créer des liens très vraiment profonds, proches, vous serez proche de vos clients en fait. Vous rentrez vraiment dans leur vie, dans leur intimité. Souvent, vos clients vont devenir vos amis parfois, surtout si c'est des solopreneurs. Et donc, moi, j'ai créé des liens très forts avec mes clients, avec vraiment une dizaine, voire plus. Là, j'en ai 2 qui étaient avec moi depuis le début. Donc, j'y tiens à toujours les accompagner sur certains sujets. C'est souvent que de l'organisation des déplacements. Mais sinon, 90% de mon temps, c'est gérer mon agence et aujourd'hui aussi la VA Academy. Alors, oui, je crois qu'il y aura un replay. Des alternants. Alors, moi, je pense en tant qu'agence, non, malheureusement, je suis désolée. Est-ce qu'on peut avoir des tarifs différents pour des clients différents? Oui, bien sûr. Alors déjà, moi, je ne fais pas ça, par exemple, parce que je tiens à avoir une communication, avoir des prix standards. C'est plus facile pour moi. Mais quand tu es toute seule, c'est toi qui décides. Tu peux tout faire. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire des tarifs différents selon le type de mission. Si c'est de l'administratif, c'est un tarif. Si c'est de l'événementiel, c'est un autre tarif. Mais vous pouvez, le premier client, peut-être ça sera 25 €, mais 4 mois après, vous êtes plus confiante, vous avez appris plus de choses, vous facturez 30 à d'autres. Et donc, après, en même temps, vous aurez des clients de tarifs différents. Mais aussi, n'hésitez pas, il faut petit à petit augmenter le tarif à chaque nouveau client que vous faites rentrer.
Pour vous donner une petite idée sur les tarifs, moi j'ai des clients encore qui sont à 40 € hors taxe et j'ai des clients, les derniers, qui sont à 50 € hors taxe. Donc oui, c'est totalement possible. Est-ce que être secrétaire médical est possible? Tout est possible, vraiment, et c'est tellement demandé. Secrétaire médical, secrétaire juridique, secrétaire, qu'est-ce que même de cabinet d'experts comptables, secrétaire, qu'est-ce qu'on me demande? Des BTP. La BTP, la demande est juste énorme. Vous pouvez être assistante pour des restaurateurs, des commerçants. Vraiment, toutes les niches sont possibles. L'important, c'est que le domaine vous plaise et que vous ayez envie de travailler Oui. dedans et que ce soit quelque chose qui, à la fin, vous passionne vraiment. Faut-il créer un format d'entreprise pour une active pour, je pense qu'il dit: «Est-ce qu'il faut ouvrir une entreprise?» Je pense. En fait, la plupart des assistants, j'espère répondre à ta question, la plupart, même toutes les assistantes, quand elles se lancent en tant que micro-entrepreneur. Donc tu peux très facilement sur internet ouvrir ta micro-entreprise ce soir. Dès ce soir, tu peux l'avoir et tu peux commencer à facturer même avant d'avoir ton numéro de sirène. Tu dois juste écrire en attente d'enregistrement sur tes factures. C'est tout à fait possible. On va essayer de vous aider un max sur ça dans la communauté, de comment ouvrir la micro, comment faire vos premières factures. Et une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que vous pouvez très facilement, et même je vous le conseille, vous pouvez vous lancer à côté de votre CDI. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre les deux. 50% des assistants sont des assistants full-time. L'autre moitié, c'est des assistants qui font ça, en fait, en plus de leur CDI. Vous pouvez très bien juste avoir 1 ou 2 clients par mois à côté de votre CDI et ne quitter votre CDI que quand vraiment vous avez maîtrisé la prospection et que vous vous sentez confiante, en fait. Dire oui à tout, si on n'arrive pas à faire ça, ça ne risque pas de faire pas très sérieux. Par exemple, gérer des appels d'offres ou gérer des appels téléphoniques, ce n'est pas la même chose. Ah, ça, c'était par rapport à ce Ok. qu'on disait au tout début, quand je donnais le conseil d'accepter toutes les missions. Je l'ai vu la question passer tout à l'heure. Et alors, effectivement, comme je disais, ça va dépendre dans quelle mesure. Dire oui à tout, non, c'est pas possible. Comme je disais sur l'exemple du site internet, aujourd'hui, je dirais non, parce que déjà, c'est pas ce que je veux faire et qu'on n'apprend pas à faire un site internet en codage, en tout cas, en code, en 2 jours. Bien sûr que non. Après, ça va être à toi de savoir si tu as envie d'apprendre sur telle ou telle compétence de la mission qu'on t'a demandé. Comme Madalena le disait, si on te propose une mission et que tu sais faire 80%, voire 90% des missions et qu'il y a seulement un petit morceau de la mission que tu ne sais pas faire, mais ça te plairait d'apprendre, là, oui, il faut foncer. Et je rajouterais même que la plupart des assistantes que je connais et qui sont bloquées justement dans un chiffre d'affaires en général autour des 2 000 – 3 000 €, pas plus, et je parle bien de chiffre d'affaires, pas de rémunération, c'est des assistantes qui ont peur justement d'apprendre de nouvelles compétences, de dire oui à des nouveaux clients. Ça peut paraître dingue aujourd'hui peut-être pour vous de refuser un contrat puisque vous êtes en début d'activité, mais sachez qu'il y a beaucoup d'assistantes qui refusent, comme le disait Madalena, parce qu'il y a un petit point dans la mission qu'elles ne savent pas faire, alors que si vous avez des contacts ou si vous faites partie d'une super communauté, vous pourrez toujours demander de l'aide, demander si y en a certaines qui connaissent des mini-formations gratuites ou des petites masterclass. Moi, je sais qu'au début, je regardais toutes les masterclass que je pouvais trouver sur les sujets qui m'intéressaient et ça m'a vraiment aidé à me mettre le pied à l'étrier. On va dire, par exemple, je regardais une masterclass sur Zapier, une masterclass gratuite. Et ben, j'ai commencé à regarder la masterclass et après, je me suis formée toute seule là-dessus en pratiquant, acceptant des missions, voilà. Donc, c'est pas que ça ne fait pas sérieux, ça dépend vraiment de la mission qu'on vous demande et si vous avez envie de l'apprendre. Je suis d'accord et j'ai une astuce de folie qui marche très bien, qu'on a fait des dizaines de fois dans l'agence. Si par exemple ça, c'est quelque chose de compliqué, par exemple les appels d'offres, voilà, c'est un sujet compliqué. Mais nous, c'est est arrivé d'avoir des missions où l'assistante devait un peu s'y connaître en appel d'offres et elle ne savait pas le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, le premier mois, elle a travaillé en binôme avec une experte en appel d'offres qui l'a un petit peu coachée, qui l'a aidée.
Et en fait, juste on a décidé, en fait, l'assistante qui avait accepté la mission, elle a décidé de ne pas se faire payer. Le tout premier mois, elle a travaillé gratuitement comme une alternante. C'était l'autre assistante qui travaillait, mais était là que le premier mois pour mettre les bases, pour lui expliquer, pour s'assurer qu'elle comprenne ce qu'il y a à faire. On le fait souvent parce qu'on ne peut pas facturer le double d'heures aux clients, donc on avait fait ces choix. Mais ce qui est possible aussi et qui, j'espère, va arriver dans la communauté payante, c'est que si vous avez une experte, vous pouvez toujours la payer son tarif horaire, voire un petit peu plus. Je trouve que ce serait classe de faire ça pour vous apprendre ce qu'elle sait faire. Vous allez contacter quelqu'un qui est experte en appel d'offres et tu lui dis, je te paye 100 € pour une heure et demie de coaching one-to-one. Tu m'expliques tout ce que tu sais et tu m'aides à mettre en place la mission. Avez-vous des témoignages d'assistantes en CDI ayant eu en double activité assistante freelance? Alors, moi, j'en ai beaucoup. Alors, je n'ai pas des témoignages là à te montrer, mais j'en ai, moi, je dirais qu'un tiers des assistantes qui travaillent pour moi ont eu ce cas. Et même aujourd'hui, une de mes meilleures assistantes, et franchement, c'est très frustrant parce que j'aimerais lui trouver plus d'émissions, mais elle est en CDI. Et par exemple, elle ne souhaite pas changer parce que son CDI, elle a un très bon salaire. Elle peut travailler juste en 5-6 heures par jour, elle fait tout, donc il reste 2 heures par jour. Et son CDI lui apporte une certaine sécurité tous les mois, mais elle veut quand même être assistante parce qu'elle trouve que les missions ont plus de sens, elle s'éclate, elle adore travailler dans le digital, donc elle garde les 2 activités. Pour les différents outils, comment vous faites pour les licences? Est-ce qu'il faut acheter les licences pour utiliser les outils? Alors, ça dépend. Moi, j'ai des outils que je paye moi-même, que je payais moi-même. Après, si c'est les outils des clients, c'est le client qui paye. C'est-à-dire, si vous vous occupez du Notion, du Penny Lane de votre client, c'est lui qui paye. Après, vous avez quelques abonnements à payer. N'hésite pas, Diane, à m'aider. Je ne sais pas quels abonnements, en fait, sont vraiment obligatoires, en fait. Si vous faites, par exemple, de la création de contenu pour vos clients, etc., peut-être Canva en version payante. Moi, je l'ai en version payante, mais il me semble qu'on peut aussi on peut avoir l'accès équipe. Tu sais, un client te partage son accès équipe pour que tu puisses accéder à son Canva. Mais par exemple, Canva, ça peut être un outil intéressant. Ou si vous proposez des espaces Notion à chaque fois pour vos clients, peut-être effectivement avoir la version payante, ça peut être intéressant au bout d'un moment parce que vous avez beaucoup de clients. Mais en fait, ça va dépendre des outils. Par exemple, si votre client il a un outil pour son système d'emailing, je sais pas, MailerLite, System.io, bah là, c'est son outil à lui. Donc, c'est lui qui le paye et il va vous donner soit ses codes pour vous connecter, soit un accès assistant. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de donner des accès assistants comme ça. Mais la plupart des outils, ça sera vos clients qui les payeront, je dirais. Le tarif est 19 € par mois. Ou 190 par an. Merci. Oui, bien sûr. C'est sans engagement. Par votre agence, je voudrais avoir des détails, s'il vous plaît. Mon agence, je t'invite à me suivre sur LinkedIn, Maddalena Martini, ou même mon site internet vaworld.fr. Mais comme je disais, en fait, moi, j'ai du mal à trouver le profil en fait d'assistante avec qui je souhaite travailler. Je travaille, pour te donner une idée, avec 3% des assistantes en fait qui me contactent, des assistantes que je trouve via les réseaux. Donc moi, je vais utiliser la VA Academy pour justement repérer les talents à intégrer à l'agence. En fait, je ne fais plus de recrutement en direct. Je vais toujours passer par la VA Academy. Et je crois que c'était une question qui avait été posée aussi. Est-ce que tu recruteras pour ton agence parmi la VA Academy? Donc, oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Heureusement. À quelle fréquence il n'y a rien de fixe encore. On va essayer d'écouter, surtout de vous écouter et voir ce dont vous avez envie, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je pourrais peut-être essayer de faire 3
peut-être conférences par mois au début. On essaie de voir en fait. Nous, on est vraiment ouverte à vos feedbacks et n'hésitez pas à me les dire. Si vous aimez les conférences live, si par exemple, moi, j'aimerais faire une question, un live pour des questions, peut-être 2 fois par mois, plus un live sur un sujet différent à chaque fois. Alors, Diane, tu peux mettre peut-être mettre mon profil VirtualMad avec l'underscore. Et de là, il y a les liens vers la VA Academy et VA World. Qui contacter dans ces grands groupes, justement? Alors, moi, je me fais aucun souci pour écrire au CEO directement. Il y a beaucoup de CEO qui postent, qui publient sur LinkedIn. N'hésitez pas juste à commenter, en fait, leur post, vous rendre visible. Après, il y a plein d'astuces. Je répète, si vous allez sur la page de la société, sur LinkedIn, vous pouvez voir toutes les personnes qui travaillent pour cette société. Donc, pourquoi pas contacter l'assistante commerciale, l'assistante administrative, l'assistante marketing et leur dire, est-ce que vous souhaitez externaliser certaines tâches? Par exemple, je pourrais, pourquoi pas externaliser la gestion de vos réseaux sociaux, faire une proposition comme ça. Est-ce qu'un groupe WhatsApp ou un Discord pourrait changer? Alors, on n'y a pas pensé. Moi, de mon expérience, en fait, je trouve que quand il y a trop de monde, ça marche pas trop. Le WhatsApp, le Discord, non, parce que Discord, ça serait ça ferait doublon, en fait. La communauté, c'est déjà un site organisé par channels, comme un Discord. Accompagnement coaching en étant membre de la communauté. Alors, il y aura un accompagnement dans le sens qu'on va proposer plein de lives sur des sujets différents. Du coaching, je pense que ça sera du coaching individuel avec des assistantes qui vont venir sur la communauté pour proposer leur coaching. Donc, à toi, après, de sélectionner l'assistante avec qui tu as le plus d'affinité. Si tu souhaites être assistante YouTube, peut-être ne te fais pas coacher par une assistante comptable, tu vois. J'espère vraiment qu'il y aura du monde pour que vous ayez le choix de vous faire accompagner par la personne qui vous correspond le plus. Et pourquoi pas, dans le futur, offrir du coaching, offrir des formations à la carte. Nous, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets, mais on attend de voir comment ça va évoluer, on attend d'avoir vos feedbacks. Il y en a vraiment, on a tout à faire encore. On conseille d'avoir combien de clients en tant que VA pour ne pas être débordé? Alors, tout dépend de combien d'heures c'est une mission, en fait. Un client peut te demander 5 heures par mois ou 20 heures par mois. Tu vois, tout dépend du nombre d'heures. Moi, je te conseille de ne pas facturer, au début, de ne pas facturer plus que 25 heures par semaine au début. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'heures pour te former. Sur ton temps, tu as besoin de temps libre pour te former, pour faire ton administratif, pour pouvoir t'organiser. Au début, tu es un peu lente, je trouve, donc ça prend plus de temps. Et aussi, peut-être, pour faire de la prospection. Il faudrait toujours avoir quelques heures dans la semaine disponibles pour faire de la prospection ou créer du contenu. C'est pour ça que moi, au début, je dis que 20-25 heures par semaine, voilà, je te déconseille de dépasser ça. Et après, au fur et à mesure, évidemment, on n'accepte pas 10 clients à la fois. Tu verras au fur et à mesure si tu as la disponibilité mentale et temporelle d'en accepter un de plus ou pas. En général, mes assistantes travaillent avec entre 5 et 7 clients, je dirais, sur du régulier. Est-ce qu'avant de vous lancer, vous avez fait un travail de personal branding? Non. Moi, pas du tout. En tout cas, pas avant de vous lancer, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je ne perdrai pas de temps avec ça, choisir les couleurs, toutes ces choses-là. En fait, je pense que ça va venir avec le temps. Comme je disais avant, trouve les clients d'abord et tout le reste, tu vas le faire petit à petit après. Exactement. Business first, money first. 5K de CA, ça fait 2,5K de salaire. Alors non, ça fait à peu près 3008 de salaire net. Quand tu as un micro, tu payes à peu près 24% de charge.
Donc voilà, ça fait plutôt 3008. Pour moi, ça, c'est un seuil vraiment qu'on peut atteindre. Voilà, c'est vraiment possible pour tout le monde. Après, vous pouvez aller au-delà. Moi, j'ai une interview sur ma chaîne YouTube d'une personne qui fait 7005. Vous pouvez évoluer, monter une agence, devenir OBM. Franchement, comme je le dis toujours, vraiment, il n'y a pas de limite. Pour vos assistantes, donc mes assistantes, en fait, ça dépend. Il n'y a pas une rémunération. Évidemment, c'est selon le profil et les compétences. Donc, moi, je n'essaie pas de négocier. C'est-à-dire que je prends le tarif que l'assistante ferait à un client normal et je lui donne son tarif, en fait. Question de freelance. Pour ou contre rédiger un contrat avant une mission, travailler seulement sur devis? Alors, chacun a son opinion sur le sujet. Moi, mais c'est vraiment ma personnalité. C'est pas ce qui. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'aime bien la vitesse. J'aime bien que ça soit speed. Moi, je n'ai quasiment jamais fait de devis. Par contre, je me fais payer à l'avance. Moi, même au début, je faisais pas de devis. J'essayais vraiment d'enchaîner, de démarrer la mission le plus rapidement possible. Faire des devis, c'est pas mal. Après, ça prend du temps, tout accepter que l'autre réfléchit, qui accepte, qui signe. Tu peux te faire payer un acompte à l'avance, ça c'est bien. Tu peux aussi tout facturer. Moi, je facture le premier mois à l'avance ou en package de 10 heures à l'avance, juste pour être sûr d'être payé, parce que ça peut arriver au début. Donc, soyez sûr d'avoir l'argent. Après, contrat aussi, moi au début, j'ai pas honte de le dire que j'en faisais pas, mais c'est bien de le faire. Aujourd'hui, j'en fais évidemment à chaque fois. Vous pouvez trouver des modèles payants sur Internet pour acheter un modèle de contrat de prestation de services. Moi, j'en avais acheté un juriste qui vendait ça. Pareil, dans la communauté, on va essayer de vous mettre le plus de liens possible pour que vous ayez vos contrats. Et je rajouterais surtout que c'est pas le même niveau de protection, c'est-à-dire qu'un devis, ça a aucune valeur juridique, même s'il est signé de la main de votre client avec marqué bon pour accord, ça ne vous protégera pas en cas de litige ou en cas de non-paiement ou autre. Dans le contrat, au-delà de vous protéger sur le paiement, vous pouvez aussi définir vraiment le champ de vos missions et ça, c'est vraiment important. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, Madalena, contrat à chaque fois. Y a-t-il des profils de VA particulièrement recherchés ou finalement, est-ce qu'une personnalité... Alors, ça, c'est quelque chose où je parle souvent, mais il y a des personnes qui ne me comprennent pas quand je parle de ça. C'est à un niveau, comment je dirais, je pense qu'une personne qui se lance ne peut pas comprendre ça. Tu le comprends qu'après quelques mois, quelques années, où vraiment comme je disais avant, tu arrives à instaurer des relations très fortes avec tes clients et tu vois qu'au final, ces clients-là ne vont pas te garder parce que tu sais écrire des emails parfaits. Ils vont te garder parce qu'ils aiment ta personnalité, ils aiment ton énergie, ils aiment ce que tu lui apportes, ils aiment qu'ils peuvent te faire confiance, que tu les aides à évoluer. C'est pour ça que quand vous trouvez le bon client, souvent, mais ça peut durer 10 ans, ça peut durer toute la vie en fait, parce que vous devenez indispensable. Pas tant au niveau de vos compétences techniques, mais au niveau de votre présence. Est-ce que vous cherchez des VA tunnels de vente système IO? Alors, moi, personnellement, dans l'agence, j'en ai déjà. Est-ce que c'est demandé? Oui, c'est très demandé. C'était un peu le profil de Diane aussi quand elle a intégré mon agence. Après, moi, je te déconseille de faire que ça, en fait, parce que voilà, il faut aussi proposer tunnel de vente, mais aussi autre chose à côté. Parce qu'une fois que tu fais des tunnels de vente pour le client, voilà, il y a un minimum d'assistance après, mais tu n'auras plus rien à faire. Et ce qu'on cherche surtout au début, c'est du récurrent. Par contre, ce que tu peux faire, effectivement, ce que moi je fais, c'est proposer une offre packagée sur ce type de prestation et ensuite proposer tes services en tant qu'assistante pour effectivement toute la maintenance ou même du SAV si c'est une de tes compétences. Ça marche totalement. Mais oui, effectivement, pas faire que ça dès le début, on va dire en tout cas. Sauf si après tu te spécialises. Ouais, et tous les clients qui demandent un tunnel de vente, souvent, c'est parce qu'ils vendent une offre. Ça va être une formation, même un e-book ou des choses comme ça. Mais il y a toujours une partie SAV, Customer Care derrière. Donc, pourquoi pas proposer
création des tunnels de vente, mais aussi tout ce qui va après, en fait. Tout ce que les gens qui ont des bugs, des soucis, des gens qui se plaignent, et ben, tu offres aussi ces services, en fait, de customer care par email après. Y a-t-il des demandes de logos? Moi, j'en connais pas personnellement. Après, je répète, tout est possible. Si tu veux être assistante de graphiste, par exemple, ou assistante spécialisée graphisme, c'est tout à fait possible. Après, pareil, comme pour le tunnel des ventes, c'est du ponctuel. Une fois que tu fais le logo, tu n'as plus rien à faire. Donc, il faut le coupler avec aussi un service récurrent. Les lives auront-ils des replays comme je suis en poste au cas où on puisse assister au live? Oui, ben, je pense que merci de nous le rappeler. Je pense qu'effectivement, ce serait important d'avoir des replays. À partir de combien de CA vous êtes passé sur un statut autre que micro-entreprise? Tiens, tu parles de CH. Alors, si, moi je suis toujours en auto-entreprise, j'avais répondu dans le chat. C'est simplement que j'ai dépassé le seuil de la franchise de TVA. Donc, c'est-à-dire que désormais, je dois facturer les 20% de TVA. Je peux aussi la récupérer. Si je vous dis pas de bêtises, le seuil est à 42 000 € et des poussières de chiffre d'affaires sur une période d'1 an. Donc, je suis toujours en auto-entreprise, mais redevable de la TVA. Voilà, pour vous répondre. Et moi, je dirais qu'à partir de... Je dirais que c'est intéressant à partir de 7 000, je dirais à peu près, passer en société. Là, vous allez payer plus de charges, mais vous pouvez faire passer plein de frais, en fait, dans la société. Ça va être intéressant à partir de 7 000 - 8 000. Mais sinon, avant, franchement, le statut, on a beaucoup de chance d'avoir le statut de micro-entreprise en France. C'est facile, c'est vraiment, vous avez que 24% de charges. Gardez-le aussi longtemps que vous pouvez. À un moment, là, il faut changer, c'est soit vous explosez les chiffres, peut-être même à partir de 10 000, ça commence à devenir intéressant, mais c'est surtout quand vous commencez à avoir une équipe. Si vous avez une équipe, en fait, c'est là où c'est important de passer en SARL ou en SASU. Oui, c'est ça, en fait, ça va dépendre des frais de fonctionnement que vous avez. Au tout début, vous allez vous lancer, vous allez avoir presque rien, ou alors peut-être un abonnement, un Canva payant ou un truc comme ça, que vous ne pourrez pas déduire de vos charges, puisqu'il n'y a pas de charges déductibles en micro-entreprise, en auto-entreprise. Mais après, effectivement, quand vous commencez à payer beaucoup de prestataires ou peut-être même un salarié, je ne sais pas, avoir beaucoup de logiciels, de frais de fonctionnement, là, ça peut être intéressant. Mais en général, quand vous arrivez à ce stade, c'est que vous êtes vraiment plus avancé et forcément, ça correspond à des chiffres d'affaires plus entre 7 000 10 000 € par mois, effectivement. Je crois qu'on a fait toutes les questions. Ouais, on a fait toutes les questions. Super. Ben, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Comme dit Sophie, on vous attend dans la VA Academy. On a hâte de vous y voir, on a hâte de pouvoir vous aider à vous lancer, à trouver vos premiers clients, à répondre à toutes vos demandes et toutes les assistantes qui sont déjà dans l'académie, puisqu'on n'en a pas parlé, Madalena, mais on a du coup déjà des assistantes qui sont présentes dans ton agence, qui sont actuellement dans l'académie et qui vous attendent avec grande impatience aussi. À bientôt. Bonne fin d'après-midi. Bye bye.